Notre invité ce soir est membre du gouvernement fédéral, secrétaire d'État en charge de l'asile et de la migration. Elle a succédé à ce poste à Sami Madi, dont elle était la directrice de cabinet il y a maintenant un petit peu plus de 6 mois. 6 mois plus tard, la crise de l'accueil est toujours une réalité. Elle se cristallise aujourd'hui à Schaerbeek, dans la rue des Palais, dans un bâtiment occupé. Les organisations non gouvernementales continuent de dénoncer un manque de place dans les infrastructures de FEDASIL. Elles parlent parfois de 3000 personnes qui seraient en cours de procédure et qui seraient en attente d'un hébergement. On verra si le chiffre est exact. Il y a toujours des recours en justice et l'État fédéral risque de devoir payer désormais des astreintes. Comment sortir cette crise de l'asile? Y avait-il moyen de faire autrement? Est-ce que tous les partis de la majorité Vivaldi ont bien la même vision sur ces questions? Ce sont les questions que nous allons poser ce soir à Nicole Demore. Bonsoir Nicole Demore, merci d'être avec nous. Plusieurs milliers de personnes en attente d'un hébergement, une crise dont on a l'impression qu'elle s'enlise et dont on ne trouve pas la solution mois après mois. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation? On ne peut pas oublier qu'on a eu une année extraordinaire l'année précédente avec un afflux augmenté, très élevé, des demandeurs d'asile dans notre pays. On a eu à peu près 37 000 demandeurs d'asile dans notre pays et en plus, il y avait 64 personnes venant d'Ukraine. Donc c'était une année extraordinaire et ça nous pose avant des défis extraordinaires aussi. On a créé des milliers de places. Depuis l'été de l'année précédente, on a créé 8000 places supplémentaires. C'était un travail énorme où il y avait beaucoup de personnes qui travaillent dans les services d'asile et immigration qui ont fait un travail énorme pour réaliser cette capacité supplémentaire. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et on doit prendre d'autres mesures aussi. Je veux plus qu'être un gestionnaire de crise, aussi réaliser des réformes structurelles sur la migration. Ouais. Alors, c'est qui ces réfugiés? Parce qu'on a eu quelques Ukrainiens, mais on n'a pas le sentiment que ce soit eux qu'on retrouve dans la rue, parfois aux abords du petit château, dans le squat de la rue des Palais à Schaerbeek. On parle plutôt d'Afghans, d'Érythréens, de Somaliens. Des demandeurs d'asile en Belgique viennent de différents pays. Les nationalités qui se trouvent pour la plupart dans nos statistiques sont en effet des Afghans, des Syriens, des Palestiniens, des Érythréens. Ce sont les nationalités qu'on trouve là-bas depuis des années déjà. Cette année-ci, on avait aussi beaucoup de Burundais et ça, c'était une nouveauté. Ouais. Quand on dit qu'il y a eu 37 000 personnes l'an dernier, c'est vraiment un afflux qu'on n'aurait pas pu prévoir? C'est quelque chose qui a réellement surpris les spécialistes de la question dont vous faites partie? Ce n'est pas une surprise qu'il y a une grande augmentation des demandeurs d'asile en Europe. Mais ce qui est différent que dans le passé, que c'est la pression est repartie entre moins de pays européens que, par exemple, dans la crise de 2015, la crise avec beaucoup de réfugiés venant de Syrie. Donc aujourd'hui, il y a moins de pays européens qui sont sous forte pression. Il y a d'autres pays qui sont sous moins pression, qui n'ont presque pas de demandeurs d'asile dans leur pays. Oui, alors la règle, c'est qu'un demandeur d'asile, à partir du moment où il introduit une demande d'asile, c'est qu'il a le droit à l'hébergement. Hein. Donc notamment les conditions de mener une vie conforme à la dignité humaine, c'est dans une loi belge de 2007. Et puis il y a les accords internationaux, les principes internationaux qui veulent qu'on doit héberger ceux qui sont en procédure. Vous êtes consciente qu'on est donc là en délicatesse avec notre propre législation et avec nos engagements internationaux? Absolument. Un demandeur d'asile a le droit à une place d'accueil chez FEDASIL. Je ne le nie pas, c'est la réalité qu'on ne peut pas aujourd'hui accueillir tous les demandeurs d'asile le jour même de leur demande d'asile en Belgique. Quand on dit qu'il y a 3000 personnes qui attendent un hébergement, c'est un chiffre correct ou vous le contestez? Ça dépend, parce qu'il y avait en effet beaucoup de personnes qu'on n'a pas hébergées, mais entre eux, il y a aussi des personnes qui sont maintenant, par exemple, déjà parties ou qui ont déjà reçu un statut de réfugié, par exemple, dans notre pays. Donc, la chiffre change tous les jours, mais c'est vrai, à peu près 3000 personnes. Quand ils obtiennent le statut, ils doivent sortir du réseau FEDASIL, ils doivent se loger par eux-mêmes. Hein? Oui, parce que FEDASIL est compétent pour l'accueil des demandeurs d'asile. Donc, ça veut dire que FEDASIL accueille toutes les personnes qui sont dans une
une procédure d'asile et qui attendent donc leur décision sur leur demande. Raison pour laquelle c'était tellement important d'investir dans les services d'asile aussi, parce que si on prend plus de décisions par mois, les demandeurs d'asile ne doivent pas rester si longtemps dans les centres de fait d'asile. Alors on sait qu'il y a eu un problème de recrutement de personnel qu'il faut trouver. Oui. Il ne suffit pas d'ouvrir des bâtiments et de trouver des lits, il faut aussi du personnel d'encadrement. Malgré tout, est-ce que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez être en mesure d'offrir des places supplémentaires ou pas ? Je ne vais pas nier que ça va rester difficile. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'on va continuer à créer des capacités supplémentaires, ce qu'on a fait dans les derniers mois. Donc, on a créé des milliers de places et on va continuer ce travail, mais on ne peut pas résoudre la situation seulement avec la création de la capacité de l'accueil. C'est important et on le fait, c'est un travail énorme, mais on doit aussi travailler sur des solutions structurelles, des réformes de notre système structurel. Ce qui veut dire ? Si on veut sauvegarder le système d'asile, et ça veut dire protéger les gens qui ont besoin de protection, on a besoin des réformes au niveau européen et au niveau national. Donc c'est l'idée d'empêcher les gens d'arriver en Belgique, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Non, l'idée c'est d'accueillir et de protéger ceux qui ont besoin de protection, et ça, on doit faire plus vite. On a besoin des procédures plus efficaces, par exemple. Donc, on a besoin, par exemple, d'un nouveau code de la migration pour faire cela. Mais on a besoin aussi des réformes au niveau européen, juste pour éviter qu'il y ait des personnes qui voyagent dans l'Europe de l'un pays à l'autre. S'ils n'ont pas besoin de protection, là, on doit être beaucoup plus vite. C'est le fameux règlement de Dublin qui ne marche pas si bien que ça. Je vous propose qu'on y revienne tout à l'heure. On va peut-être prendre une première question d'un téléspectateur, parce que c'est le principe de cette émission, c'est aussi d'accueillir des questions du public. Avec une première intervention. C'est Aline Walsdorf qui nous rejoint dans cette émission. Bonsoir Aline. Bonsoir Fabrice, bonsoir Madame Demore. Bonsoir. Oui, certains internautes pointent du doigt le fait que l'État belge ait été condamné à de nombreuses reprises pour non-respect du droit à l'asile. Larry et Michel posent la question de savoir comment se fait-il que cette condamnation ne soit jamais respectée, que l'État peut être au-dessus de la justice. Ce n'est pas du tout une volonté politique de ne pas suivre les décisions du juge. Pas du tout. J'ai même demandé à Fait d'Asile d'accueillir d'abord tout le monde, mais avec une priorité pour ceux qui ont obtenu une décision du juge. Je trouve ça très important. On parle quand même de 7000, excusez-moi Nicole Lebord, on parle quand même de 7000 actions en justice. Oui. Donc ce n'est pas un dérapage sur un ou deux cas. Ça semble être structurel quand même. C'est vrai, et ça montre comment le défi qu'on a aujourd'hui est tellement grand, parce que l'afflux est tellement grand aussi. Donc il n'y a pas d'involonté politique à suivre les décisions du juge, mais les places ne sont pas créées en 1, 2, 3. On a créé des milliers de places et on va continuer à faire cela, mais ça ne va pas résoudre, seulement ça ne va pas résoudre le problème, mais on va suivre les décisions du juge, bien sûr, le plus vite que possible. Allez, il y a 7000 actions, donc c'est au tribunal de travail. Il y a d'autres procédures avec d'autres condamnations à la Cour européenne des droits de l'homme. On a le sentiment que ça ne fait pas beaucoup d'effet sur l'État fédéral, sur le gouvernement fédéral. On est dans un État de droit, parce que les décisions de justice, elles s'imposent à vous. Vous êtes prête à payer des astreintes plutôt qu'à débloquer des moyens pour financer les centres d'hébergement ? Mais comment j'entends vous parler de bloquer des moyens, comme il n'y a pas des moyens pour le moment. Il y a des moyens pour l'accueil. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est réaliser une augmentation d'une capacité. Ça ne se fait pas en 1, 2, 3. Les ONG disent on pourrait par exemple louer des hôtels. Il y a des hôtels qui sont vides et qu'on pourrait facilement mais utiliser. Mais ça n'est pas une solution structurelle, parce qu'on n'a pas besoin d'une dizaine de places là-bas et une dizaine de places là-bas. On a besoin des grandes structures pour accueillir des milliers de personnes. Ça concerne des milliers de personnes. Ce n'est pas une dizaine de personnes qu'on peut placer dans quelques chambres d'hôtel. S'il y a des astreintes à payer, l'État fédéral les payera ? Aujourd'hui, on ne paye pas des astreintes, on mène des procédures juridiques pour cela, mais entre-temps, on augmente la capacité d'accueil et je propose aussi des réformes structurelles au sein du gouvernement. J'ai un premier paquet à réformes qui sont prêts, où je voudrais bien atteindre un accord dans ce mois-ci. C'est une première étape dans les réformes plus structurelles. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet de réformes structurelles ? Il y a différentes mesures. Par exemple, un droit d'accueil qui est préservé pour les demandeurs d'asile pour éviter des abus par mener des autres procédures, mais aussi un droit de séjour pour les personnes les plus vulnérables. Par exemple, les apatrides. C'est un groupe de personnes très vulnérables et ils n'ont pas un droit de séjour en Belgique à ce moment-ci. Pas un droit de séjour automatique, ce qui veut
veut dire qu'ils doivent se retourner vers les procédures de régularisation qui n'ont pas pour but de protéger les apatrides. Donc, ce que je propose au gouvernement, c'est de créer un statut de protection, un statut de séjour pour les apatrides, aussi pour les parents des enfants qui sont réfugiés, par exemple. Mais en même temps, on doit prendre des mesures, par exemple, pour arriver à une politique de retour plus efficace et une politique qui évite les abus dans le séjour, dans l'accueil. Et si on peut faire ça, je pense que c'est un paquet de mesures très équilibré pour arriver à une politique de migration plus contrôlée, plus juste et plus humaine. Si je vous comprends bien, il faut désengorger les procédures d'asile. Donc, à un certain groupe, qui est un petit groupe, les apatrides, on accorde un autre statut plus rapidement. Oui. Ils ne sont plus à la procédure d'asile. Et par contre, on durcit et on a des retours hors de quitter le territoire pour d'autres groupes. C'est ça l'idée ? Moi, je ne trouve pas que travailler sur le retour, c'est durcir. C'est pas durcir. C'est normal que quand un gouvernement prend des décisions, que les décisions d'un gouvernement, des autorités, sont suivies. Et pour cela, on doit travailler sur le retour. Et un séjour irrégulier sur notre territoire n'est jamais une bonne solution. Pas pour la société, mais pas non plus, surtout pas pour la personne concernée, parce qu'on voit que ces personnes se retrouvent souvent dans une situation très précaire sur le plan humanitaire. Donc on doit mener ce débat et j'espère que tous les partis du gouvernement auront le courage du compromis pour arriver à une politique de migration juste. Donc réponse dans les prochains mois, dans les prochaines semaines peut-être même, si j'ai bien compris. J'espère dans les prochaines semaines, oui. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de vous. Vous êtes né en Flandre orientale. Aujourd'hui, vous habitez Anderlecht. Vous avez fait des études de droit international, Université de Gand. Et ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez travaillé, vous, au commissariat général aux réfugiés aux apatrides. C'est-à-dire que vous avez, vous, instruit des dossiers de demande d'asile. Oui. Vous avez cette expérience-là. Les critères, ils sont très clairs. Ou quand on est dans cette procédure, on reçoit un demandeur d'asile et on va instruire son dossier, on l'entend à chaque fois, on instruit son dossier, où il y a une part de subjectivité de la part des fonctionnaires qui font ça. Non, il n'y a pas d'une subjectivité. Je sais que le personnel du CGRA, le commissariat général qui traite les dossiers, fait un travail énorme et complexe. Ce n'est pas facile de traiter les dossiers. Juste avant de faire cette émission, vous étiez au CGRA, vous leur avez rendu visite. Je leur ai dit que j'ai un respect énorme pour leur travail, qu'ils font tous les jours avec un engagement pour le système d'asile et une passion pour les personnes qui demandent d'asile en Belgique, mais aussi une manière, une méthode de travailler très dans les détails, très profondément. Il y a quelques mois, ils étaient un petit peu en colère quand même. Ils demandaient à ce qu'on renforce les effectifs. Ils s'estimaient aussi un petit peu débordés. C'est fini ce malaise ? Ils sont débordés parce qu'on met beaucoup de pression sur le traitement des dossiers, parce que, c'est très clair, si les dossiers sont accélérés et on traite plus de dossiers, les demandeurs d'asile doivent rester dans les centres moins longtemps et ça nous aide à trouver des nouveaux places. C'est un effet vertueux que tous les secrétaires à l'asile et à la migration essaient de réaliser, mais c'est difficile. On est c'est difficile et je comprends qu'il y a une grande pression. Pour cette raison, on a investi dans les services. Et investir dans l'asile et l'immigration, ce n'est pas facile. On investit dans le retour, dans l'asile et dans l'accueil. Ce n'est pas facile dans ce temps-ci. Et ce gouvernement a eu le courage à investir dans les services de l'asile et l'immigration pour arriver à des procédures plus efficaces et plus vite. Alors, je vous propose de prendre une deuxième question des téléspectateurs. On va retrouver Aline Wasdorf. Alors oui, quelques internautes insistent sur la différence de traitement des réfugiés en fonction de leur provenance. Sana, une internaute sur Facebook, se demande pourquoi les réfugiés ukrainiens ont eu droit à un traitement différent des autres réfugiés de guerre, compte tenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, réponse. On me demande souvent cette question. On l'avait déjà d'ailleurs posée à Sami Madi quand il était venu dans cette émission. Oui. On me demande souvent pourquoi on traite les réfugiés ukrainiens mieux que les autres. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Mais c'est une procédure différente. Oui, c'est vrai que, comme la question était, c'est un traitement différent, pas mieux, pas mal, mais différent, parce que la situation est complètement différente. On était confronté avec un afflux des réfugiés d'un pays voisin de l'Europe, le plus grand que jamais. On n'a jamais eu tellement de réfugiés. Vous pouvez comparaître, on a eu 64 réfugiés ukrainiens dans notre pays. Et les premiers jours, les premières semaines, c'était des milliers par jour. C'est
impossible de sauvegarder le système d'asile pour tous les autres si on doit prendre tous les Ukrainiens dans la procédure. Un statut particulier avec la décision européenne, c'est sur base d'une directive européenne qui est prise, c'est de ne pas mettre plus de pression sur le système d'asile pour tous les autres, parce que sinon, ça serait très difficile pour par exemple, les réfugiés syriens qui ne devront plus voir leur dossier traité. Donc, on a pris la décision collectivement pour donner un statut temporaire aux réfugiés ukrainiens, juste pour sauvegarder aussi le système de traitement des dossiers et d'accueil pour tous les autres demandeurs d'asile. Et c'était vraiment la seule possibilité de sauvegarder ce système. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble un reportage, si vous voulez bien, Nicole Demore. C'est la situation au Palais des Droits. Donc, c'est un reportage qu'on a réalisé mardi. On a fait beaucoup de reportages à BX1. Je vous propose de regarder celui qu'on a réalisé mardi. C'est avec Jean-Christophe Peuzès et Yannick Van Gansbeek. On parle de la situation désastreuse. Alors, on ne va pas voir des images de l'intérieur, mais on sait que les images de l'intérieur sont très, très dures, avec des conditions d'hygiène très compliquées. Il n'y a pas de sanitaire, notamment. Mais dans ce reportage-là, on parlait notamment des poubelles. Jean-Christophe Peuzès et Yannick Van Gansbeek. Les agents de gardiennage sont en poste à l'entrée. Leur rôle de la prévention essentiellement. Mais ils ne pénètrent pas à l'intérieur du bâtiment, trop risqué, disent-ils, car les tensions sont parfois vives. Ce sont elles qui ont amené les autorités à mettre en place ce service il y a une semaine. Mais les bénévoles, qui épaulent les occupants au quotidien, aimeraient que la mission de ces agents soit précisée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de protocole qui a été mis en place, et notamment en concertation avec les habitants sur place. Donc à l'heure actuelle, les agents de sécurité se retrouvent à ne pas savoir trop quoi faire, alors que le besoin est grand. Voilà, c'est un bâtiment de 7 étages, il y a plus de 1000 personnes, c'est compliqué. La gestion des déchets est un autre point très délicat. Des efforts ont été faits ces derniers jours, mais le problème reste entier. Ce qu'il faudrait, un ramassage quotidien et des containers que l'on pourrait installer dans la cour. Mais la porte est cassée et toutes les demandes de réparation sont restées sans suite. Les poubelles restent une montagne de déchets dans la cour, alors que c'est un problème de porte d'entrée. Et que le budget n'est pas faramineux et qu'une solution très rapide pourrait être mise en place. Et comment dire à 1000 personnes qu'elles ne peuvent pas avoir une gestion des déchets efficace simplement parce qu'il n'y a pas d'argent pour une porte d'entrée et que des discussions sont en cours, et cela vaut pour tout. Le cabinet médical de la Croix-Rouge fermera en fin de semaine. Il a assuré plus de 600 consultations depuis le 21 décembre. Jusqu'à présent, 105 personnes ont quitté les lieux pour être hébergées dans un centre. Selon la secrétaire d'État à l'asile Nicole Demore, de nombreuses personnes qui ne sont pas demandeurs d'asile séjournent aujourd'hui dans le bâtiment. Elle compte sur les avocats pour établir une liste de ceux ayant réellement droit à une place d'accueil. C'était mardi, Nicole Demore. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous savez aujourd'hui il y a combien de personnes exactement dans ce bâtiment? On parle d'1 millier de personnes. Et dans ce millier de personnes, ceux qui relèvent effectivement, a priori, de la politique de l'asile qui serait en procédure ou en droit de l'être? Bien sûr, je m'inquiète sur la situation. Et je m'inquiète sur la situation dans ce squat pour toutes les personnes qui résident là-bas. Avec Fait d'Asile, nous sommes commencés il y a 3 semaines à déménager tous les demandeurs d'asile qui logent dans ce squat vers le réseau d'accueil de Fait d'Asile. Mais comme je l'ai dit, Fait d'Asile est compétent pour les demandeurs d'asile, donc ça veut dire qu'on doit vérifier qui est un demandeur d'asile, qui a droit à l'accueil ou pas chez Fait d'Asile. Ce qu'on a fait, c'est que pendant les 3 semaines, on a vérifié ça et on a trouvé 134 personnes. Seulement 134 sur 1 millier? Je vais continuer. Donc 134 personnes, on a trouvé qui sont demandeurs d'asile. Ils sont aujourd'hui donc tous ces 134 personnes, ils sont déjà tous accueillis chez Fait d'Asile. C'est le chiffre d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres demandeurs d'asile, mais pour le moment, on ne reçoit plus des noms des demandeurs d'asile qui seraient aux rues du Palais. Donc, ce que j'ai demandé à Fait d'Asile, ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler ensemble avec le SAMU social Fait d'Asile sur le terrain pour vérifier qu'il y a d'autres demandeurs d'asile, combien d'entre eux, et les déménager graduellement vers le réseau d'accueil de Fait d'Asile, parce que ça, ils ont droit à l'accueil, et ça, c'est le tâche de Fait d'Asile. Et si vous les identifiez, vous pouvez les héberger rapidement? Parce qu'il faut agir sur ce bâtiment. Graduellement. On voit bien que la situation est très compliquée rue des Palais. Graduellement. Il y a eu un incendie hier soir. Comme on a fait pendant les 3 dernières semaines, graduellement, on a déménagé et je vais vraiment accélérer. Vous pouvez me croire, je mets beaucoup de la pression pour accélérer ça.
Mais on ne peut pas oublier que tous les jours, FEDASIL doit aussi avoir des places libres pour toutes les personnes qui arrivent en Belgique et qui sont dans des groupes prioritaires, ça veut dire des familles avec des enfants et des mineurs non accompagnés, parce qu'eux, ils sont accueillis le jour même chez FEDASIL. Donc, graduellement, on va déménager les demandeurs d'asile dans la rue du Palais, mais on ne peut pas oublier, c'est déjà clair qu'il y a beaucoup d'autres personnes où je m'inquiète aussi. Il faut le faire évacuer, ce bâtiment. J'espère que les autorités... C'est pas votre autorités... compétence, mais vous pouvez avoir une idée. Oui, et j'espère que les autorités qui sont compétentes pour tous les autres font le même travail de FEDASIL. C'est la commune et la région. Déménager graduellement. Je ne le vois pas aujourd'hui et j'espère qu'il y a d'autres autorités, comme le ministre qui est compétent pour les sans-abri, à prendre des mesures pour les autres personnes aussi. Alors, on va prendre une dernière question. Il nous reste 3-4 minutes dans cette émission. Dernière question avec Aline Waldorf. Alors, certains internautes sur Twitter vous demandent d'être plus ferme avec l'immigration illégale. Par exemple, un internaute vous demande ce que vous pensez de l'Angleterre qui a signé des accords avec le Rwanda pour pouvoir expulser ces migrants économiques illégaux. Je n'y crois pas. Et ce que la Britannique a fait, c'est tout d'abord, ça concerne selon eux pas seulement des migrants économiques, mais aussi des réfugiés. Ils veulent vraiment, sans traitement individuel des dossiers, envoyer des réfugiés vers le Rwanda. Et en échange ils payent le Rwanda pour cet accueil. En effet, en échange, ils payent. Et la seule chose qu'ils ont fait déjà pour le moment, c'est pas envoyer des demandeurs d'asile ou des réfugiés, mais de l'argent. Ils ont envoyé de l'argent vers le Rwanda, mais sans résultat. Mais je n'y crois pas. Je ne trouve pas moral, ce n'est pas juridiquement correct. Et je n'y crois pas parce que ça nous met sous pression de ces pays. Ça nous rend des potentielles victimes de chantage par ces pays. Moi, je trouve qu'on doit toujours sauvegarder le système d'asile en Europe. Ça veut dire que des personnes qui ont besoin de protection parce qu'ils fuient une situation de guerre ou de persécution doivent pouvoir demander protection en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réformer le système et être plus strict aux frontières pour des personnes qui n'ont pas besoin de protection. Est-ce qu'un jour on va rouvrir l'immigration, puisqu'on parle de droit d'asile, mais il y a aussi l'immigration qui n'est pas liée à l'asile, des migrations économiques par exemple. Est-ce qu'un jour il y aura de l'immigration en Europe ou en Belgique? Vous êtes favorable ou pas? On l'a, ce système existe. Il y a chaque année des centaines, des milliers de personnes qui viennent en Belgique pour y travailler. Et je suis tout à fait favorable à ce système. C'est un système de migration contrôlé et juste, où on a des procédures et des règles qui sont suivies. Et il y a des personnes qui peuvent venir en Belgique pour y travailler, pour y étudier, pour vivre ensemble avec leur femme. Ou le regroupement familial. Oui, c'est normal. On a ce système, mais on doit le sauvegarder aussi et lutter contre les abus. Une dernière question. On a dit que vous habitez à Anderlecht. 2024, vous serez, j'imagine, candidate aux élections pour le CDNV. On dit beaucoup que vous avez quitté Anderlecht pour vous présenter en Flandre occidentale. Est-ce que c'est vrai ? Je vais déménager pour être plus près de ma famille parce que j'ai deux enfants et mon mari il fait un travail énorme à la maison, mais on voudrait être plus proche de notre famille. Donc vous serez candidate en Flandre occidentale et pas en région bruxelloise. Oui. Merci beaucoup Nicole Demort, merci d'avoir été notre invitée.